Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Un espace animé où se croisent les idées, les actions liées à la différence et où se tient le rendez-vous de l'expression de l'art de vivre avec le handicap. Gardez le cœur ouvert, sommaire. La parentalité face aux problématiques du handicap, un vaste champ d'analyse qu'offre l'association Libellule. Le sourire épanoui de Priscilla Logis, femme active et compétente qui vous distille tous les parfums de son goût de vivre. Cadence compas ou catapam, coûté poutantes aux yeux au grand complet vous fait son show. Heureux et serein, Steve Charles Nicolas s'apprête à accueillir sa plus belle étoile d'espoir. Compenser le handicap, telle est la noble mission de Muriel Soubéran, à pied d'œuvre pour le RAF 97.2. Le sport, comme pont d'amour et de construction au cœur d'un duo épatant à vos marques. Papillon volé, bon mag. Nous sommes une association de parents d'enfants handicapés neuromoteurs. Notre mission est d'accompagner, d'aider, de soutenir les parents dans toutes les épreuves de la vie au quotidien. Regrouper les parents d'enfants atteints de handicap neuromoteur, promouvoir l'intégration sociale, l'intégration scolaire et étudiante des enfants atteints de handicap neuromoteur. Pour tout dire, c'est que l'association fonctionne pleinement le mercredi et le samedi. Ce qui veut dire implicitement que les enfants sont à l'école. Nous menons des actions, beaucoup d'actions, d'activités ludiques du genre atelier théâtre, atelier K, atelier origami, atelier arbothérapie. Les plus importants aussi sont les ateliers groupes de parole avec des psychologues. Alors j'interviens au niveau des groupes de parole établis avec les enfants. Les enfants, c'est vrai que ça peut être tout venant. Autant les enfants qui présentent un handicap que leurs frères, sœurs, amis peuvent faire venir en fait leur entourage. Les enfants ont conscience de leurs difficultés et ils peuvent l'exprimer, en profiter justement pour voir les uns les autres comment ils le vivent et ce que vivent certains et pas d'autres. Les outils de travail majeurs sont la parole, ce qu'ils peuvent amener en fait de leur ressenti, de leur émotion, de ce qu'ils vivent. Concernant l'écoute, alors l'écoute c'est pas une écoute simple, c'est vraiment une écoute approfondie, en allant chercher aussi s'il le faut d'autres choses, en permettant aux autres aussi de présenter ce qu'ils ont ressenti par rapport à ce qui a été dit, ce que ça réveille en eux ou ce qu'ils pensent. Depuis quelques années, nous avons beaucoup travaillé sur tout ce qui concerne un petit peu le développement de l'image de soi, du renforcement de la confiance en soi, et pour les enfants, mais notamment aussi pour les parents. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur les thématiques d'éducation, les thématiques de la sexualité. La sexualité, déjà pour des enfants dits normaux, ça fait peur. Alors, notre travail, il s'agira davantage d'un accompagnement, d'une guidance, en sachant que les parents qui viennent avec ce type de problématique, ce type de questionnement, comment ça va se passer, j'ai peur que mon enfant en termes de vulnérabilité, qu'on lui fasse du mal, je veux pas qu'il ait des enfants parce que ceci, parce que cela. Donc nous, toutes ces difficultés-là, toute cette souffrance, on guide, on accompagne, en sachant qu'on n'est pas là pour distribuer la bonne parole, on n'est pas tout puissant ni sujet supposé tout savoir. Donc la plupart du temps, les parents ont les réponses par rapport à leur questionnement. Il suffit juste d'enlever le voile d'angoisse, de souffrance, de douleur, de regard de l'autre, de culpabilité parentale, et le parent trouve les réponses au même titre que son enfant dit normal, pour qui il aurait à se poser ce type de questions et pour qui il aurait à trouver aussi des solutions. On a aussi mis en place des outils comme des groupes d'expression, d'affirmation de soi, des groupes par exemple de maquillage, d'esthétique, parce qu'on pense que l'image est très importante et on pense que la représentation de soi passe justement par ces choses-là. Comment mieux se maquiller, comment se mettre en valeur. Donc il y a eu beaucoup de groupes autour de ça et on s'est rendu compte, donc, depuis 2002 qu'on travaille, on s'est rendu compte que ça porte ses fruits et puis le regard des parents changé sur leur enfant. Le groupe de parole, c'est vraiment une espèce de miroir où l'autre renvoie aussi quelque chose de valorisant à l'autre parent. Et où chacun, à sa manière et suivant ses particularités familiales ou personnelles, voilà, ils arrivent à comprendre que rien n'est insurmontable et qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Les problématiques que les parents mettent en avant dans ces groupes de parole, c'est surtout des problématiques qui ont un lien avec leur parentalité. Qu'est-ce que c'est être parent d'un enfant en situation de handicap?
le regard des autres, le sentiment de culpabilité, de honte, honte d'avoir un enfant différent, d'avoir un enfant qui a un handicap. Et donc ces problématiques-là, le groupe arrive à les absorber par son pouvoir justement renarcissisant, par son pouvoir de valorisation. Et puis après, chacun arrive à trouver ses propres solutions. Il y a énormément d'empathie où chacun se reconnaît dans la souffrance et la douleur de l'autre et où justement chacun des membres du groupe peut apporter une aide en disant voilà, c'est des choses voilà, qui se passent comme ça, mais ça ne veut pas dire que tu es un mauvais parent. Nous avons aussi pensé qu'il était intéressant qu'on aille un petit peu dans la cité. Donc nous avons développé ce qu'on appelle des répits. Donc c'est des vacances, hein? C'est des vacances où on part un petit peu avec les parents et les enfants. Donc les enfants sont pris en charge par des animateurs et les parents peuvent aussi bénéficier des vacances, mais ne s'occupant pas des enfants. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça répit. Chez nous, répit, c'est pause, c'est ça. Je suis Priscilla Logis, j'ai 27 ans. J'ai intégré Orange Caraïbes, donc la direction vente et relations clients par le biais du centre de formation LB Développement. Donc mon profil au sein d'Orange Caraïbes est donc plus exactement à la direction vente et relations clients. J'interviens principalement sur les appels sortants. Je suis chargée d'appeler les clients dits professionnels. Mon handicap, je suis née avec un spina bifida, donc c'est une maladie qui s'attaque principalement aux terminaisons nerveuses au niveau de la colonne vertébrale. J'ai été opérée au 2e jour de ma naissance, ce qui fait que j'ai pu grandir normalement. Il faut savoir que d'autres personnes qui sont nées avec cet handicap peuvent se retrouver soit en chaise roulante, soit en déambulateur. Donc, et d'autres qui marchent tout comme moi. C'était une maladie à l'époque orpheline, mais qui aujourd'hui tend à disparaître avec les protocoles préventifs qui permettent de détecter cette maladie dès l'embryon. La femme que je suis aujourd'hui, je la dois tout d'abord à ma croyance en Dieu et enfin à ma mère, qui m'a beaucoup aidée, qui ne m'a pas élevée comme une enfant handicapée c'est-à-dire me mettre à part. J'ai été élevée au même rythme que mes frères et sœurs. Je suis issue aussi d'une famille monoparentale. Donc mon père est parti, j'avais 7 ans. Donc c'est ma mère qui a pris la relève. Et je la remercie énormément parce que c'est sa force et sa détermination qui m'ont permis aujourd'hui d'arriver où je suis. Mon parcours, personnellement, il commence en 89, lorsque mon père a demandé en divorce ma mère. Nous sommes venus nous installer en Guadeloupe. Il faut dire que le climat n'a pas été réellement positif pour moi, parce que j'avais beaucoup de soucis, que ce soit au niveau des profs, des maîtres, comme on dit, au primaire donc au primaire et en maternelle. J'étais brimée de la part des enfants, des professeurs, des parents. Ce qui a valu que je me renferme sur moi-même et qu'à un moment, que ma mère a décidé de m'envoyer en France chez une tante, chez qui j'ai vécu pendant 17 ans, que je considère comme une deuxième maman. J'ai pu m'ouvrir socialement, personnellement. J'étais au lycée, en bac pro. Et je me suis dit, pourquoi tout le temps fuir la Guadeloupe? C'est mon pays, il fait beau, il fait chaud, j'en ai marre de l'hiver, il fait trop froid. Donc j'ai décidé de revenir ici. Le message que j'aimerais faire passer, tout d'abord, je dirais que ce serait aux personnes dites normales, c'est qu'une personne handicapée n'est pas forcément une personne qu'il faut cloîtrer dans son coin et se dire qu'elle n'est pas compétente. Je veux dire qu'une personne handicapée n'est pas forcément handicapée mentale. D'alléger un petit peu les regards, parce que c'est vrai que je pense qu'une personne handicapée, tout le monde en a déjà vu une dans sa vie. Et qu'à partir du moment où on a vu que la personne est handicapée, oui, on regarde une fois, on regarde 2 fois, mais après, le regard, il faut le lâcher, quoi. La vie, elle continue. Et mon message pour les personnes handicapées, c'est que les portes, elles sont ouvertes partout. Et de ne pas rester dans leur coin et de continuer. La vie, elle est belle. On est en Guadeloupe, il fait beau, il fait chaud, il y a le soleil, il y a les boquites, il y a les soirées. Donc, il faut profiter. Hein. Moi, je profite. Personnellement, je profite.
Sexualité et handicap? La question est ouvertement débattue à l'association Libellule, où l'énergie de la parole alliée à la qualité d'écoute ouvre la route d'une acceptation parentale mieux consentie. Et la joie de vivre, antinomique du handicap? Priscilla Logis nous a bien démontré le contraire. Quant à l'amour, il porte le visage d'un jeune homme sensible et équilibré que la vie va gâter. Écoutez, Papillon Capalé. Être positif, c'est votre devise? Oui, ça c'est une devise qu'il faut avoir justement quand on est handicapé. Ça nous permet justement d'aller de l'avant. Depuis quand vivez-vous assis? Je vis assis depuis 2004. Suite à cet accident, j'étais très atteint physiquement. J'étais vraiment mort, on dira, puisque j'avais les poumons perforés, les bras cassés, jambes fracturées en plusieurs parties. Et il m'a fallu beaucoup de force et 6 mois, on dira 6 mois pour avoir une autonomie et pour pouvoir repartir donc de plus belle dans une nouvelle vie. Vous avez eu un moral d'acier? Ça a été grâce aux personnes qui m'entouraient suite à mon accident parce que je n'ai pas eu... C'est vrai que c'était un moment très dur, mais c'était plutôt des personnes positives que j'avais autour de moi qui m'ont donné envie d'aller de l'avant, de guérir et de pouvoir retrouver ma petite vie. Doit-on se réapproprier son corps quand il est cassé? On doit se le réapproprier avec les avantages et les inconvénients, on dira, parce que ce n'est pas dit qu'on retrouve exactement le même corps que ce qu'on avait auparavant. Vous avez été une vraie surprise médicale pour les médecins que vous avez croisés? C'est ce qui a été témoigné de la part de mon médecin, parce qu'il a trouvé fort, venant de moi, une récupération totale, on dira, en 6 mois, parce que c'était plutôt donné sur 12 mois pour trouver une autonomie par rapport aux séquelles que j'avais pu avoir suite à cet accident. La voiture, ça vous fait peur? Pas du tout, non. Aujourd'hui, je suis autonome, on dira. J'ai un véhicule. Je me fais plaisir comme tout le monde en voiture, donc je me fais des frayeurs comme certains. Mais c'est un plaisir avant tout pour moi et un moyen de locomotion qui me permet de me déplacer sur mon lieu de travail et d'aller voir la famille. Et quel regard portez-vous sur le handicap? C'est un regard de joie de vivre parce que je profite, on dira aujourd'hui, de la vie pleinement, d'être tous les instants qu'on me donne. Pensez-vous que le handisport soit une belle perspective pour les paraplégiques de nos régions? Ça nous permet justement, concernant la Guyane, de favoriser, on dira, l'accès aux jeunes comme aux adultes à une activité sportive, chose qui n'existe pas pour l'instant en Guyane. Donc j'espère qu'avec l'arrivée justement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, cela va donner une dynamique à la région afin de nous faciliter, on dira, l'accès aux différents centres sportifs qu'il y a en Guyane. L'accessibilité est une priorité vaine ici? Oui, oui. L'accessibilité est un problème primordial, je dirais, pour la Guyane parce qu'on manque d'accès sur le centre-ville et que ce soit sur les activités sportives ou les loisirs, on a un manque d'accès et c'est ce qu'il faudrait mettre aujourd'hui en avant pour le développement. Que vous dites-vous devant votre glace le matin? Waouh! Qu'est-ce que je me dis? Steve, motive-toi, il faut que tu ailles travailler. Un beau gosse en fauteuil roulant, ça fait rêver les filles? C'est une bonne question, mais bon, je pense que oui, je sais pas. Pour l'instant, j'ai eu beaucoup de chance, on dira, parce que je ne suis pas célibataire aujourd'hui. J'ai trouvé une femme qui m'aime pour ce que je suis et j'ai la chance d'ici quelques semaines d'être papa, justement, avec cette personne. Quelles sont vos passions? Le sport, j'aime beaucoup le sport, la musique et les jeux vidéo. J'aime bien, c'est un moment que j'apprécie beaucoup. Ça me permet de me détendre et tout d'une journée après rassemble de travail. Êtes-vous le même qu'avant l'accident? Tout à fait, je n'ai pas changé, je suis toujours le même, toujours aussi souriant, toujours aussi drôle selon certains. Et la personne en elle-même, elle n'a pas changé. C'est juste physiquement, quoi. Je suis juste assis aujourd'hui et la personne, elle est toujours la même. Qui associez-vous à votre victoire sur le handicap? La famille, ils ont toujours été prêts. Ils ont toujours été à mes côtés, ils m'ont toujours apporté la bonne parole et tout. Ils m'ont soutenu dans les moments les plus difficiles et tout. Donc oui, je dirais la famille. À qui voulez-vous dire je t'aime? À ma femme, à Muriel, je lui dirais je t'aime. Comment se profile votre avenir? Comment il se profile? J'espère être un bon père et peut-être un bon mari, qui sait.
Bonjour Monsieur Nozibor. Bonjour. Comment ça va? Bien, vous? Bien, bien, merci. Alors, je viens aujourd'hui, comme je vous avais dit, pour faire un petit peu le point sur ce qu'on a en route. Le réseau Handicap Martinique, l'objectif du réseau, c'est le maintien à domicile des personnes en situation de handicap. Donc, nous sommes financés depuis 2006. Nous avons obtenu des financements de la sécurité sociale, de l'ARS, pour pouvoir exercer notre mission. Par rapport aux travaux, Toujours en cours. c'est toujours en cours. Donc en fait, le projet d'aménagement est toujours à Il y a la une MDPH. partie de la somme qui est déjà là. Vous avez déjà eu une notification de la MDPH. Le réseau ne fait pas de soins. Nous faisons de la coordination de soins. Alors, cela se passe par une évaluation qui se fait par l'équipe à domicile. Alors, le patient entre dans le réseau après un signalement du médecin traitant ou d'un professionnel de santé. Il y a un document à remplir. Suite au signalement, l'équipe va au domicile, fait une évaluation totale, alors sur le plan social, sur le plan des soins et sur le plan des besoins, de tous les besoins de la personne, de l'adaptation du domicile ou de la mise en place des techniques. L'ergothérapeute, en fait, est un technicien de la compensation du handicap, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver toutes les solutions possibles en termes matériels, architectural, pour favoriser l'autonomie de la personne au domicile et son maintien au domicile dans les meilleures conditions possibles. Donc Monsieur Nozibor, qui a une maladie neurologique, qui a de plus en plus de difficultés à se déplacer, on est en train de voir avec lui pour un projet d'aménagement vraiment assez important quand même, puisqu'il s'agit d'une création d'un nouvel espace, donc d'une salle de bain complète, et d'un système d'accès par un plan incliné. Notre équipe pluridisciplinaire est composée d'un secrétariat, d'une secrétaire, d'une assistante sociale, de 2 ergothérapeutes et d'un cadre de santé et de médecins coordonnateurs. L'idée de mettre en place le réseau est venue d'un groupe professionnel qui travaillait au CHU de Fort-de-France et nous avions travaillé sur la prise en charge des patients à leur sortie. Pour l'instant, en fait, il n'a pas vraiment accès à la salle de bain, enfin l'accès est difficile à la salle de bain. Nous prenons en compte tous les besoins de la personne, nous faisons le lien avec tous les professionnels qui entourent la personne et même les structures médico-sociales. On fonctionne pour cela aussi beaucoup avec la MDPH. Et maintenant, on m'a remplacé mon fauteuil. Okay. On m'en a donné un peu moins large. Un peu moins large, d'accord. Il rentre presque dans la salle de bain, mais c'est au niveau de la porte que ça gêne. Nous accompagnons les personnes dans la constitution des dossiers. Là, en ce moment, vous n'avez pas Internet, c'est ça? Vous Non. avez un problème d'accès. Non. Quand vous aurez Internet, vous pourrez du coup utiliser la souris pour... Votre Non, utilisation principale, c'est quoi, Monsieur Nozibor? Je l'ai déjà utilisé pour discuter avec mes enfants. Voilà, pour discuter avec vos enfants qui sont en métropole. Donc il s'agit en fait d'une souris trackball, ce qui veut dire qu'en fait la souris, on ne la déplace pas avec sa main, mais il y a une petite boule qui se situe au-dessus, et en fait la personne n'a plus qu'à bouger ses doigts pour manipuler la souris, ce qui est beaucoup plus pratique pour une personne qui a des difficultés motrices. On a en charge en ce moment à peu près 300 patients et notre file active de patients augmente au fur et à mesure des années. Tout comme Muriel Soubéran, si vous souhaitez accompagner le public handicapé et en faire votre métier, sachez que les ergothérapeutes manquent cruellement dans nos 3 DFA, et particulièrement en Guyane où le combat de l'amour porte la vie d'une mère en propulsant la rage de vaincre de son futur champion, Gade Papillon des Rois. Je m'appelle Soso Jean-Rohan, j'ai 10 ans, je suis né en 2000. Et pourquoi j'ai préféré l'athlétisme? Eh bien, parce que je pouvais faire que ça. Je voulais faire du foot, mais je ne peux pas. Donc j'ai choisi l'athlétisme comme sport. Mais tout se fait avec Jean-Rohan. La première force, c'est lui. La première envie, c'était lui. Et après, on ne fait que réaliser ce qu'il veut. Et puis aujourd'hui, faire un trait sur ce qu'on visionne d'un enfant. Voilà. Ce qu'on imagine d'un enfant normal et se dire qu'on a un enfant autrement. Ah, ma mère s'est battue pour tout. Ma mère s'est battue pour l'handisport. Ma mère est devenue la présidente d'handisport. Elle a fait plein de choses pour que je réussisse. Très fière. Chaque jour, je me découvre. Je découvre... Je disais il n'y a pas très longtemps,
Ça fait 11 ans, ça fait à peu près 10 ans. 10 ans qu'on a connu le handicap, la déception, la recherche, comprendre. Et en 10 ans, je suis du début à aujourd'hui une autre personne. Je me découvre. Je ne savais même pas que j'étais capable de autant de force, autant de volonté. Je ne savais pas du tout. La maladie de Jean Rowan, c'est une malformation de sa myéline au cerveau qui fait que la motricité de ses membres inférieurs sont touchés. Donc voilà. À l'école, ça va. Ça va très bien à l'école. J'aime l'orthographe, la grammaire et le français. Je préfère faire du sport. Parce que le sport, ça me donne de l'énergie. J'aime bien Lisandro Lopez parce que Lisandro Lopez, il est fort. Il marque des buts avec Gomis. Mais le jour où il y avait eu un match, j'ai dit ça, lui, on va les gagner. Donc moi, j'ai pris mon maillot, j'ai mis sur moi. Et après, je me suis lâchée quand ils ont marqué. Le nom de l'association Rowan Handisport, ça vient de lui, hein, c'était pour lui. Et puis qu'il puisse être un peu encore plus fier de sa maman. Et puis surtout, c'est de faire d'autres enfants vraiment sortir de leur vie quotidienne entre les centres, la prise en charge et les maisons. Alors, les activités, c'est la natation en premier lieu, réellement. L'athlétisme aussi, parce que ça a été fait en parallèle. La volonté aussi de la Ligue d'athlétisme, vraiment d'intégrer ces gamins, quand ils font des compétitions, d'intégrer ces gamins. Et puis le judo qui a une volonté de s'intégrer. Ça reste toujours 2-3 ligues. Mais bon, on commence quoi. Mais je pense que la plupart, en tout cas les approches qu'on a eues, toutes les ligues sont favorables. Après, c'est d'adapter à un type d'handicap, les possibilités. Le sport est vraiment une passerelle entre nous deux, et puis même au-delà. Hein. J'aime la course, moi. Donc moi, les vitesses que j'aime, c'est une vitesse incroyable. Je le freine à rien. Je fais croire à tout. Tout est possible. Rien n'était possible. Bonjour. Ça va? Il fait beau. Piscine. Chaud. Bonne idée. Rejoindre. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Il fait beau. Oui, oui, il fait chaud. Moi, j'ai envie d'aller à la piscine. Bonne idée. Cela me ferait du bien. Je te rejoins. Au revoir. Aimer, espérer, se convaincre de pouvoir avancer ensemble et ouvrir la ronde des échanges pour une vie meilleure, ce n'est pas un secret, mais une excellente recette de bonheur. Merci de votre fidélité, à bientôt et laissez papillon voler.